Bienvenue à toutes et à tous dans notre émission du mois des éphémérides sur notre chaîne Astronature 49. En ce mois de mai 2025, nous nous attarderons principalement sur deux astéroïdes que sont Vesta et Junon et qui passeront tous les deux à l'opposition, respectivement le 2 et le 15 mai. Entre ces deux événements, nous nous intéresserons à la planète Mars qui passera près de l'amas M44 ainsi qu'au maximum de l'essaim météoritique des États aquarides. Après quoi, eh bien, nos intervenants vous révéleront les pépites de ce mois qu'ils ont choisi de vous présenter et de vous partager. Et enfin, eh bien, nous vous présenterons une des plus belles photos que nous avons choisi de vous partager ce mois-ci. Pour commencer, eh bien, nous allons sans plus tarder nous intéresser à ce premier événement qui a lieu le 2 mai. Il s'agit de l'opposition de l'astéroïde Vesta et je me dirige donc vers Robin qui va pouvoir nous donner quelques détails sur cet événement. Oui, alors c'est ça, l'astéroïde Vesta, il va passer à l'opposition le 2 mai, comme tu viens de le dire. Et Vesta, en fait, bien que la plupart des astéroïdes ils soient pas forcément visibles à l'œil nu, ou du moins très très difficilement, l'avantage de Vesta, c'est qu'il est beaucoup plus facilement visible à l'œil nu, puisque c'est le troisième astéroïde le plus gros et le plus brillant aussi du système solaire. Pour se situer un peu dans l'échelle de notre système solaire, en fait, il va se situer dans la ceinture d'astéroïdes entre l'orbite de Mars et de Jupiter. Et les scientifiques estiment sa taille à environ 530 km de diamètre. Alors, bon, forcément, hein, comme c'est pas forcément une, une forme complètement sphérique, c'est une moyenne. Hein, parce que contrairement à une planète, un astéroïde n'est pas suffisamment massif pour prendre une forme sphérique comme une planète, par exemple. Donc voilà. Euh, donc, il va passer à l'opposition le 2 mai, c'est-à-dire qu'en fait, il sera la meilleure configuration pour l'observer ou même le photographier. Et c'est aussi là où on aura le plus de chances de l'avoir et qui sera le plus brillant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage aussi, c'est que il sera visible à l'œil nu. Alors bon, il n'aura pas une magnitude non plus extrême, hein, mais il sera visible et d'autant plus visible avec un télescope ou une paire de jumelles. Donc pour le repérer, il faudra regarder au sud-est, à peu près, au début de la nuit, dans la constellation de la Vierge, qui est pas très loin du Bouvier, et de Arcturus. Arcturus, vous pourrez la repérer assez facilement, parce que c'est une étoile très brillante. Donc voilà, si vous voulez le tenter, l'observation euh, au télescope ou même aux jumelles, ça peut être intéressant. Ce qui peut être aussi intéressant, si vous avez l'habitude de faire de l'astrodessin, eh ben, c'est de dessiner sa position par rapport aux deux étoiles. Alors, ça, c'est la version, on va dire, la plus compliquée, euh, parce que ça nécessite vraiment d'avoir l'habitude de bien positionner l'astéroïde par rapport aux autres étoiles et de voir comme ça son déplacement au fur et à mesure de la nuit. Mais il y a la version plus simple, en prenant simplement une photo, en faisant de l'astrométrie, vous allez pouvoir voir comme ça le déplacement de l'astéroïde. Donc ça peut être un défi assez chouette à faire. Bah merci Robin pour ces conseils sur l'astéroïde Vesta et donc ces astuces que tu nous as données. Nous allons poursuivre avec ce deuxième événement donc, qui a lieu le 5 mai et il s'agit en fait du maximum des états aquarides. Alors Mathieu, que peut-on dire sur cet essaim météoritique? Voilà, alors là, après la belle explication que nous a donnée Robin donc, sur ce qu'est un astéroïde, je vous propose de parler un petit peu de pourquoi est-ce qu'on parle ici d'états aquarides, pourquoi est-ce qu'on appelle cette pluie de météores les états aquarides. Eh bien, en fait, pour une raison qui est somme toute simple et qui est commune d'ailleurs à tous les essaims météoritiques, c'est que le radiant est associé à une constellation. Cette constellation va donner donc son nom à l'essaim météoritique. Alors, en l'occurrence, dans le cas des états aquarides, le radiant se trouve dans la constellation du Verseau, Aquarius en latin. Voilà. Près d'une des étoiles, d'ailleurs, pour être encore plus précis,
une des étoiles les plus brillantes de cette constellation qui s'appelle Eta Aquaris, d'où effectivement ce nom des États aquarides. Alors, à cette époque de l'année, il faut quand même souligner que le Verseau est une constellation qui se lève tout juste sur l'horizon. Au niveau de l'horizon sud-est, d'ailleurs en toute fin de nuit. Donc on comprend d'ores et déjà qu'il va y avoir une certaine difficulté à l'observation de cet essaim de météores. Alors elle oblige notamment à se lever tôt ou bien à veiller jusqu'au tard, puisque ces météores ne sont visibles que sur les quelques heures qui vont précéder l'aube. Alors, sachant que la configuration radiale n'avantage pas en plus les observateurs de l'hémisphère nord, on sera un petit peu mieux dans l'hémisphère sud en restant toujours au niveau du tropique notamment. Alors, un point positif sera quand même l'absence de lune en deuxième moitié de nuit. Alors, cette nuit, je précise, la nuit donc qui sera à cheval entre le 5 et le 6 mai 2025. C'est vraiment là que sera le pic de l'observation de ces pluies d'étoiles filantes, enfin de ces étoiles filantes, état aquaride. Bon, la popularité de l'essaim provient en fait de l'objet source. Cet objet source, c'est la comète, la fameuse comète de Halley que tout le monde connaît. On en a tous plus ou moins entendu parler un jour, qui est d'ailleurs aussi responsable des Orionides du mois d'octobre. Alors, il faut savoir que le taux horaire estimé au zénith est de 50, selon l'IMO. L'IMO, c'est l'International Meteor Organization. Voilà. Alors, le problème, c'est que le radian ne monte jamais au zénith, quelle que soit d'ailleurs l'heure de la nuit et la position géographique de l'observateur. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué pour avoir ces fameux 50 météores par heure. Donc, le taux horaire réel eh bien, sera sans doute qu'une fraction de cette valeur. Donc, vous comprenez bien que dans cette situation-là, on parle souvent de pluie d'étoiles filantes, d'essaims météoritiques. C'est un petit peu un abus de langage quand on a seulement un météore toutes les quelques minutes. Voilà, bon, on est loin d'une pluie en fait, météoritique. Donc, il ne faut pas s'imaginer que lorsque vous sortirez dehors la nuit dans le ciel, vous allez voir tomber des météorites, plusieurs météores par seconde. Voilà, ça n'arrive jamais sauf lors de tempêtes, effectivement, mais les tempêtes sont très rares. Et dans le cas des états aquarides, notamment cette nuit du 5 au 6 mai 2025, pour cette saison 2025, d'ailleurs plus généralement, on n'attend pas de tempête. Les météores qui sont produits donc par ces états aquarides sont très rapides, à souligner d'ailleurs, mais ne génèrent que très peu de bolides en général. Donc, une observation qui va être quand même assez difficile, qui peut être enrichissante pour ceux qui sont assez fans d'étoiles filantes, mais voilà, qui va être quand même peu productive. Voilà. Donc tout de même, de meilleures chances de pouvoir en observer ce jour-là. Toujours le 5, nous aurons donc la planète Mars qui va se rapprocher de l'amas M44 à 0,4 degrés. Est-ce que Robin, donc, tu peux nous donner quelques détails sur ce rapprochement? Oui, bien sûr. Bah, ça arrive finalement assez fréquemment hein, que des planètes elles passent à proximité d'objets du ciel profond parce que Euh, M44, c'est un amas ouvert en fait d'étoiles qui se situe dans la constellation du Cancer. Donc pour vous situer, c'est entre les Gémeaux et le Lion à peu près. Et, euh, et oui, ça arrive assez fréquemment que des planètes, que ce soit Vénus, Saturne, passent à proximité d'amas d'étoiles ouverts. Et ça peut être intéressant. Mais le problème, il faut se rappeler aussi que Mars, c'est une planète et qui est assez petite par rapport à M44. Et M44, c'est un objet du ciel profond. Donc ça nécessite vraiment des techniques différentes, que ce soit pour l'observation, parce qu'on ne va pas observer à la même longueur focale. On ne va pas mettre le même oculaire pour observer Mars et observer M44, évidemment. Euh, pour observer Mars, par exemple, vous allez avoir besoin d'un oculaire à faible focale pour avoir du grossissement, pour aller chercher les détails peut-être sur sa surface. Mais si vous grossissez trop dans l'amas M44, bah, vous allez perdre beaucoup en luminosité. Donc, c'est un peu toute une astuce.
Mais si par exemple vous utilisez un télescope et puis que vous prenez un, je sais pas, je dis une bêtise, un oculaire de 25, 30, 40 millimètres, là vous aurez effectivement les deux objets. Mais il faut bien se rappeler que malheureusement vous n'aurez pas de détails sur la planète Mars. Alors ça peut être un défi aussi à faire en photographie, de faire une photo HDR, mais malheureusement vous n'aurez pas suffisamment de résolution pour aller chercher les détails sur la surface martienne. Donc voilà, après ça peut être intéressant quand même à tenter si vous avez rien d'autre à faire le 5 mai. Voilà, pour ceux qui aiment bien la planète Mars. En tout cas, nous allons poursuivre avec ce dernier événement que nous vous présentons. Il s'agit de l'opposition donc de l'astéroïde Junon qui aura lieu le 15 mai. Alors, à quoi donc peut-on s'attendre, Mathieu? Ouais, alors l'opposition Junon, c'est vrai que c'est un astéroïde dont on parle relativement peu dans notre émission des éphémérides du ciel. Pour cause, c'est que son opposition revient tous les 15 mois et demi environ. Donc ça laisse une certaine marge de temps avant la prochaine et avant qu'on en reparle, évidemment. Junon, c'est un astéroïde. Alors là, c'est un astéroïde qui se situe donc au moment de cette opposition, dans la nuit du 15, près de la queue de la constellation du Serpent. C'est une constellation dont on parle relativement peu aussi, qui est assez discrète, visible pas très très haute au-dessus de l'horizon sud, donc en plein milieu de nuit, hein, forcément ce 15 mai 2025. Une élévation maximale d'ailleurs qui pourra atteindre 40 degrés en milieu de nuit. Voilà, donc pour l'astéroïde Junon. Donc on rappelle, Junon, elle est en bas de cette constellation, cette petite constellation, on peut dire ça comme ça, constellation du Serpent. La magnitude de l'objet donc sera de 10, magnitude positive, je précise. Ça veut dire qu'elle ne va pas être très brillante. Pour l'observer, à l'œil nu, c'est mort. Dans une paire de jumelles, c'est quasiment mort, à moins d'avoir une très grosse paire de jumelles. En fait, ce qu'il faut au minimum, c'est une petite lunette de 70-80 mm d'ouverture. C'est le minimum nécessaire pour pouvoir l'observer. Voilà. Et son observation n'est pas très enrichissante, en fait, parce que l'astéroïde, qui fait en réalité 230 km de diamètre moyen, est situé à 355 millions de kilomètres. À l'échelle du système solaire, c'est quelque part entre Mars et Jupiter. Alors, vu comme ça paraît pas très loin, sauf que, bon, le diamètre de l'astéroïde est tellement petit, notamment si on compare par rapport à Mars, qui est déjà une petite planète, mais qui est quand même beaucoup plus grosse, hein, d'un facteur 10, d'un facteur 20-30 même, on peut dire. Voilà. Donc, vous comprenez que pour Junon, c'est malheureusement trop petit pour être résolu dans n'importe quel instrument d'amateur. Donc, si vous pensez voir un bel astéroïde dans l'oculaire de votre instrument, aussi gros soit-il, eh bien, c'est raté. Junon va rester ponctuel, aussi bien en observation visuelle d'ailleurs qu'en photo haute résolution. Donc, vous verrez quelque chose de semblable à une étoile. Alors, pour distinguer peut-être des nuances d'albédo, je dis peut-être, ça va dépendre de l'instrumentation que vous avez, de votre expérience, de l'état du ciel, évidemment. Enfin, comme d'habitude, on a l'habitude en astro maintenant. Euh, pour distinguer des nuances d'albédo, donc à sa surface, ces nuances d'albédo résultant de sa topographie, qui évolue évidemment sur une période de 7 jours. Cette période, eh bien, c'est en fait la durée de la rotation de l'astéroïde Junon. Eh bien, on peut toujours passer à la photométrie et sous la forme de courbes, vous allez voir effectivement des zones un peu plus sombres ou un peu plus claires à la surface de l'astéroïde. Que dire de plus sur Junon que peut-être l'intérêt va se porter dans le déplacement de l'astéroïde sur le fond du ciel. C'est la seule observation, je dirais, vraiment intéressante de l'astéroïde. Donc, sur peut-être quelques heures, en prenant des photos avec des pauses qui vont varier entre quelques secondes et quelques dizaines de secondes, peut-être quelques minutes, en photographiant finalement l'astéroïde Junon dans son milieu naturel, donc dans le champ étoilé en arrière-plan,
sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous allez voir un très léger déplacement de l'astéroïde sur le fond du ciel. Et ce déplacement sera encore plus évident si vous avez la chance de pouvoir y revenir dans les jours suivants, notamment plus précisément dans les nuits suivantes, si vous avez là encore une météo qui soit clémente. Et ce genre de procédé, vous pouvez également l'appliquer en observation visuelle. Alors là, il faut être un petit peu plus attentif. Il faut avoir une bonne expérience, notamment du fond de ciel, du cadre dans lequel vous observez, et puis peut-être vous aider en faisant un petit peu de dessin, des croquis même tout simples. Vous repérez quelques étoiles autour de Junon qui sont fixes, et vous essayez au fil des heures de la nuit de suivre ce déplacement par des pointillés peut-être de l'astéroïde Junon sur le fond de ciel. Voilà donc une observation à tenter pour ceux peut-être qui n'ont jamais encore pu observer cet astéroïde. Nous voilà donc arrivés à la rubrique donc des pépites donc de nos intervenants. Alors je le rappelle, hein, c'est voilà les pépites que vous nous présentez donc Mathieu et Robin. Donc ce peut être un livre, une application, un astre ou encore un objet du ciel profond, mais qui vous fascine, qui vous aide pour l'observation, que vous aimeriez tout simplement partager avec nos auditeurs. Alors, Robin, vers quoi, eh bien, tu te diriges-tu ce mois-ci? Alors moi, j'ai décidé de vous parler d'un site, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais c'est un site que moi, à titre personnel, je regarde tous les jours. Euh, donc, euh, vraiment, je ne manque pas un jour. Et en fait, il s'appelle l'APOD. L'APOD, c'est l'acronyme de Astronomy Picture of the Day. C'est un site que la NASA a mis en ligne qui a pour but de mettre en ligne justement, de publier chaque jour une nouvelle photo en lien avec l'astronomie ou ses grandes découvertes. Donc, on va retrouver par exemple des photographies d'amateurs. Si par exemple vous êtes amateur, vous pensez que vous avez fait une très belle photo, en tout cas qui sort vraiment de l'ordinaire, vous pouvez postuler, candidater pour proposer votre photo à la pod. Et peut-être que vous aurez cette chance de pouvoir être publié un jour, je vous le souhaite. Donc voilà, on va retrouver des photos amateurs. Bon, après, il y a quand même un certain niveau, hein. C'est quand même des amateurs très très avertis qui tentent parfois sur un niveau professionnel, on va pas se le cacher. Donc bon courage, mais c'est pas impossible de pouvoir se faire publier. Et justement, on va aussi retrouver des photos de professionnels, des photos de Hubble, des photos de James Webb. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont mettre en avant aussi quasiment systématiquement les nouvelles avancées qu'ils vont faire, les nouvelles photographies spectaculaires que Webb va faire, par exemple aussi. Et c'est souvent, enfin même quasiment tout le temps, illustré et expliqué à travers d'un texte commenté qui explique l'image, qui explique ce qu'on voit, et puis aussi ce qu'on est capable de tirer du point de vue scientifique. Donc le site est en anglais. Alors si vous pouvez parler anglais, il y aura pas de souci, mais si vous avez du mal avec l'anglais, vous pouvez très bien traduire le texte au travers de Google Traduction ou directement des outils qui vous permettront de le faire. Donc voilà, tous les jours, une photo. Alors, on ne sait pas à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir. Demain, je ne serai pas capable de dire. Enfin, ils disent quand même le sujet sur lequel ça va être, mais je ne saurais pas dire quelle sera la photo. Donc voilà, c'est un petit peu comme faire une découverte, une nouvelle surprise chaque jour, une nouvelle photo. Alors, il y a des photos qui vont me toucher plus personnellement ou d'autres qui vont être un peu plus scientifiques. Donc des fois, ça peut très bien être, par exemple, des graphes de spectro. Donc bon, on- c'est pas forcément beau Mhm. dans le sens astronomique Mhm. du terme, mais Mhm. dans le sens artistique, je veux dire, mais du point de vue astronomique, c'est plein de données. Donc voilà, un site très intéressant, très passionnant. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour pour voir ces belles photos. Et Mathieu, donc, quelle pépite as-tu choisi de nous présenter ce mois-ci? Alors j'avoue que je vous ai un petit peu spoilé dès le début de cette émission, puisqu'en fait, je vous propose une observation.
Et l'objet de cette observation, eh bien, vous l'avez sur l'arrière-plan de ma vignette. Il s'agit de la galaxie spirale M64, probablement une galaxie qui ressemble à la nôtre, la Voie lactée, même si notre propre galaxie, eh bien, nous ne l'avons jamais vue de l'extérieur. C'est une galaxie qui en fait se situe à 17 millions d'années-lumière de nous. À l'échelle de l'univers, c'est quand même relativement proche. Une dimension apparente qui est assez grande également, et puis une luminosité qui est plutôt sympathique, hein, avec une magnitude positive de 8,5. Alors M64, elle a une particularité que j'aime particulièrement, c'est justement cette région sombre qui est un petit peu intrigante, un peu mystérieuse, que vous voyez d'ailleurs dans le centre de cette galaxie. Et c'est pour cela d'ailleurs que M64 a pour surnom la galaxie de l'œil noir, qui fait référence un petit peu à un œil au beurre noir. D'ailleurs, c'est son petit surnom, et elle en a d'autres, hein, l'œil poché, la beauté endormie, etc. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi le centre de la galaxie possède cette particularité sombre. On suppose, hein, on suppose que ce soit un choc violent entre deux galaxies par le passé qui ait causé effectivement cet assombrissement du centre galactique. Voilà. Toujours est-il que concrètement, ça se traduit par la présence d'un immense nuage opaque de gaz et de poussière qui empêcherait la lumière des étoiles qui serait donc à l'intérieur ou derrière ce nuage de gaz, eh bien, de nous parvenir. Euh, En tout cas, voilà, c'est vraiment un objet accessible, aussi bien en photographie qu'en observation visuelle. Sachez qu'avec un modeste instrument, 150 mm d'ouverture, même un petit peu moins, vous pouvez déjà commencer à observer non seulement cette galaxie, mais aussi sa petite particularité sombre au centre de cette galaxie avec un oculaire grand champ, donc un faible grossissement. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, même en visuel et pas uniquement en photo. Alors en photo, vous allez même pouvoir imaginer les extensions, donc ces nuages de gaz extérieurs qui entourent le centre galactique avec de la pose longue évidemment. Donc voilà, vous pouvez vraiment détailler. Donc ce que vous voyez en arrière-plan, eh bien c'est une image de Hubble. Je vous rassure, c'est pas la mienne. Je n'ai pas les compétences pour faire ce genre d'image. En tout cas, pour la petite anecdote et pour en terminer là, parce que théoriquement, j'avais qu'une minute pour préparer ce petit speech, sachez que lorsque vous observez cette galaxie ou que vous la photographiez, eh bien, en fait, vous regardez le pôle nord de notre propre Voie lactée, voilà, de notre propre galaxie, la Voie lactée. Voilà. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur voilà, sur M64, eh bien, vous pourrez vous rendre sur notre rubrique Le ciel profond au fil des mois, donc sur notre chaîne Astronature 49, où nous avons consacré une vidéo donc sur M64. Et donc, avant de conclure cette émission, comme chaque mois, eh bien, nous vous présentons donc une des plus belles photos du mois. Et ce mois-ci, eh bien, nous avons choisi donc de faire un retour en arrière, donc dans la journée du 29 mars de cette année, où nous avions donc eu cette éclipse partielle de soleil. Et donc cette photo qui est dans la raie du calcium, donc représente ce moment au maximum de l'éclipse partielle qui était à environ 26%. Donc une photo prise par notre ami Mathieu. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis une fois de plus ce mois-ci pour notre émission consacrée aux éphémérides du ciel. Et donc nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouveaux éphémérides. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite de bonnes observations à tous.